Votre journal de l'économie avec Profilcom. Profilcom, agence conseil en communication et marketing. Profilcom, la signature de votre profil. Deux titres pour cette édition. Rapport d'exécution du budget d'investissement 2013, seulement 2,8% d'avancement dans les dépenses après 3 mois. Pourquoi cette récurrente faible consommation? Les causes, les impacts sur la croissance du pays et les approches de solutions, c'est dans cette édition. Et puis la transposition des 8 directives de l'UEMOA relatives à l'assainissement des finances publiques au plus tard le 31 décembre 2013. Au 31 décembre 2012, seul le Sénégal a pu mettre en pratique toutes les directives. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres pour cette tranche consacrée aux questions économiques. Pour des éclairages, nous avons sur ce plateau M. Stéphane Akaya, il est économiste, consultant en gestion de projets et en politique de développement. Monsieur, bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Mathias. Conformément aux nouvelles directives de l'UEMOA, toute passation de marché doit respecter certaines règles, c'est vrai, mais aujourd'hui, force est de constater que des défaillances existent toujours dans le système, lesquelles perturbent ce système et retardent inutilement les procédures de passation des marchés. À la fin du mois de mars, le niveau d'exécution des dépenses d'investissement se situait à seulement 10 milliards de francs CFA par rapport à la prévision annuelle qui s'élève à 350,9 milliards de francs CFA. Ce taux représente seulement 2,8 et 51% de baisse par rapport à fin mars 2012. 2012 où le taux d'exécution des dépenses a été même jugé trop faible. Pourquoi la récurrente faible consommation des crédits? L'ARMP répond, c'est avec Fallon Onego. Après les différents acteurs impliqués dans le processus de passation des marchés à Lomé, les différents ministères, à travers les personnes contractantes de la société civile et du secteur privé, l'autorité de régulation a mis le cap sur l'intérieur du pays. Pour l'autorité des régulations, tous les acteurs, n'importe où ils se trouveront, devraient être mis au courant des nouvelles dispositions relatives à la passation des marchés publics au Togo. Transparence oblige, bonne gouvernance l'exige, toutes les dispositions doivent être appliquées pour une meilleure satisfaction des citoyens. L'État, chaque année, propose des budgets. Et ces budgets doivent répondre aux besoins économiques de la population. Et nous, on est là avec notre travail. Ça permet effectivement à ce que ce travail puisse être réalisé effectivement pour la population. Donc avec nos procédures, ça permet une transparence de ces procédures, ça permet aussi de suivre jusqu'à ce que les travaux soient réalisés et le besoin satisfait. Aujourd'hui, les sanctions commencent déjà par tomber sur certaines entreprises qui ont failli. En effet, dans le souci de garantir le respect des grands principes de la commande publique, le législateur a mis en place un cadre juridique réprimant les atteintes à la réglementation sur les marchés publics et délégation des services publics. Ainsi, les sanctions prévues sont de nature pénale, pécuniaire et administrative. C'est pour mieux informer les potentiels postulants que la RMP s'est soumise à cet exercice d'information dans toutes les 5 régions économiques du Togo. Avec ces réformes, c'est vrai que beaucoup parlent des crédits qui ne sont pas utilisés. Mais au fait, quand on analyse aussi de l'autre côté, ça fait des gains, beaucoup d'économies pour l'État. On ne dépense pas. Peut-être ce n'est pas bon, il faut dépenser pour que l'économie puisse fonctionner, mais on dépense avec transparence et avec un coût moindre. Donc cela veut dire qu'il y a un des manques à gagner très importants sur le plan économique pour la nation. Et ces ressources-là, on peut les affecter à autre chose. Mais je sais que dans les années à venir, l'ARMP va procéder à des études pour vraiment déceler l'impact économique de la réforme sur le développement économique de notre nation. Désormais, au Togo, toute entreprise qui entend participer ou gagner en appel d'offres doit satisfaire toutes les exigences qu'imposent les principes fondamentaux de passation des marchés publics.
pourront se demander ce qui se passe concrètement avec les investissements au Togo. Lors du dernier exercice, c'est-à-dire celui de 2012, le taux d'exécution du budget d'investissement se situait autour de 32,4% seulement. À tort ou à raison, les différents acteurs impliqués et la Direction nationale du contrôle des marchés publics se rejettent la balle. Mais tout compte fait, il faudra retenir que nombreuses de ces directives relatives à la bonne gouvernance sont imposées par l'UEMOA, des directives à transposer dans les délais bien précis, comme c'est le cas ici de l'assainissement des finances publiques que voici dans ce reportage. L'Ouest africain était caractérisé dans les années 80 par une stagnation de la production, la dégradation des soldes économiques et budgétaires et une accumulation importante de la dette intérieure et extérieure. Alors, les États ont décidé au cours d'un conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine tenu en 1992 à Cotonou d'harmoniser le cadre global des finances publiques. Ce chantier a été confié à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine après la création de l'institution en 1994. La Commission de l'UEMOA a entrepris de moderniser et d'harmoniser le cadre juridique, comptable et statistique des finances publiques. Dans cette perspective, en juin 2009, le nouveau cadre harmonisé des finances publiques a été adopté. Ce nouveau cadre rénove ceux de 1997, 1998 et 2000. Parmi ces innovations majeures, il y a le passage d'une logique de moyens à une logique de résultat, parce que vous savez que l'Assemblée nationale se penchait sur les mesures nouvelles et examinait de manière globale les services votés. Maintenant, la justification sera au premier franc, c'est-à-dire que le plus petit franc de crédit demandé devra être justifié par les ministères qui sont désormais ordonnateurs. Ensuite, l'autre innovation majeure est que la directive s'intéresse davantage à la trésorerie. L'exécution du budget de l'État se traduit toujours par un déficit budgétaire. Mais on ne s'intéressait pas au financement de ce déficit. Comment ce déficit a été financé? Ni le ministre de l'économie et des finances n'en parlait, les rapports de la Cour des comptes aussi n'en parlaient pas. L'autre innovation majeure, maintenant, c'est la déconcentration de la fonction d'ordonnateur. Maintenant, tous les ministres dépensiers vont être ordonnateurs principaux. Le ministre de l'économie et des finances va rester ordonnateur principal en ce qui concerne les recettes. Le nouveau cadre harmonisé des finances publiques repose sur 8 directives, dont 6 dites de premier ordre. Ces différentes directives prennent en compte les normes et les bonnes pratiques internationales pour une gestion rigoureuse et transparente des finances publiques. Elles visent également à améliorer l'efficacité de la dépense publique pour le bénéfice des citoyens, des usagers, des contribuables et des agents de l'État en rendant plus lisibles les documents budgétaires. Désormais, les États veulent passer d'une culture de budget de moyens à une culture de budget de résultats en mesurant la performance des ressources allouées. Dans les faits, les gouvernants étaient jugés sur la base du taux de décaissement. Ils seront désormais jugés sur la base des résultats obtenus. Les nouvelles directives des finances publiques changent fondamentalement les pratiques qui avaient cours jusqu'ici dans l'Union. Ainsi, désormais, tous les élus et les hauts fonctionnaires des États membres de l'UEMOA ont une obligation de déclaration de patrimoine au début et à la fin de leur exercice. Eh bien, M. Akaya, vous venez de suivre ces deux reportages qui font tous écho des directives de l'UEMOA relatives à la transparence désormais dans la bonne gouvernance. Bon, ma première question serait de savoir qu'est-ce qu'on appelle budget d'investissement de l'État. Alors, merci beaucoup Mathias Togo pour l'invitation. Déjà, pour répondre à votre question, c'est de dire que l'État, pour assurer sa croissance, doit pouvoir acquérir un certain nombre d'immobilisations qui lui permet, tant soit peu, de pouvoir assurer son activité. Donc, dans la prévision de ces immobilisations, c'est là-bas que le budget d'investissement intervient. Donc, il faut prévoir ces investissements, ce qui permet en fait à l'État de pouvoir
effectuer ou bien réaliser un certain nombre d'activités. Donc, nous pouvons distinguer les investissements de maintien qui permettent par exemple à l'État de rénover la plupart de ses bâtiments publics par exemple, ou de pouvoir, sur les pistes rurales, de pouvoir travailler. Mais ce n'est pas des investissements qui produisent tout de suite de la croissance, parce que c'est pour maintenir un peu le cap de la production au niveau de l'État. Maintenant, il y a les investissements stratégiques qui sont par exemple dans le secteur des travaux publics, les routes, qui participent vraiment à la croissance et qui sont des investissements très très importants, et c'est ce qui a été constaté lors de la mise en œuvre des réformes, ce qui a permis d'avoir cette croissance aujourd'hui. Nous avons des investissements somptuaires aussi qui permettent à l'État d'assurer sa notoriété sur le plan international. Oui. Donc nous avons aussi les investissements qui concernent beaucoup plus la recherche. On les appelle les investissements prospectifs. Et ça, ces investissements, c'est pour dire que nous avons un avantage comparatif dans un domaine au niveau du pays et nous voulons investir dans ce domaine, par exemple les phosphates, pour avoir par exemple des engrais. Donc l'État investit dedans pour, à terme, pouvoir bénéficier de ces recherches et pouvoir booster la croissance. Alors, comment cet investissement est conçu? C'est de dire déjà que il y a tous les départements ministériels proposent un budget d'investissement qui est validé par un collectif budgétaire et déjà en juillet et de l'année précédente l'exercice du budget. Donc quand ce budget et quand le collectif budgétaire se réunit, dès que c'est validé, donc chaque ministère se voit octroyer une fiche d'autorisation de dépenses qui lui permet de rentrer réellement dans l'exercice de ce budget d'investissement. Bien, avec les informations que vous venez de me donner, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de l'évolution de ce budget au cours de ces 3 dernières années au Togo? Parce qu'on a constaté vraiment qu'il y a une faiblesse au niveau du taux de consommation d'exécution de ce budget. Alors, comme vous pouvez le constater, entre 2010 et 2013, le budget a vraiment progressé. Oui. Donc, nous sommes passés de 211 milliards pratiquement à 350 milliards en 2013 pour l'affectation du budget d'investissement. Voilà. Donc, vous allez noter qu'il y a une progression. C'est ce qui explique un peu le taux de croissance aussi qu'on connaît. Parce qu'en même temps que l'État se met dans une dynamique de réforme, il y a des besoins qui se créent beaucoup plus. Donc, je prends tout simplement le cas du secteur informel. Si vous demandez aux entreprises du secteur informel de devenir formel, ça veut dire que vous devez assurer un certain nombre d'investissements. Voilà, désenclaver les régions, par exemple, dans lesquelles ces entreprises se trouvent afin de pouvoir bénéficier et de pouvoir avoir accès au marché. Par exemple, il faut maintenant que vous puissiez construire des centres de formation et si la production agricole commence par augmenter, il faut les magasins de stockage pour permettre vraiment à ces institutions de pouvoir jouer pleinement dans leur rôle dans l'économie. Donc la variation de ou bien l'augmentation de ce budget d'investissement dépend tout simplement du fait que au fur et à mesure que vous êtes en train de mettre en œuvre les réformes, il faut que le budget d'investissement aussi commence par prendre vraiment de l'ampleur. Bon, pour le cas du Togo actuellement, nous avons déjà une idée du taux de consommation de ce budget. Au cours des 3 premiers mois de l'année 2013, il s'est avéré que le taux se situe autour de 2,8%, à peine 10 milliards sur 350 milliards de prévisions. Bon, qu'est-ce qui explique selon vous cette faiblesse? Oui, alors la faiblesse du taux de consommation sur le budget d'investissement a plusieurs niveaux de faiblesse d'abord. C'est-à-dire, le premier niveau, c'est d'abord au niveau de la conception même du budget. C'est-à-dire que si le collectif budgétaire valide déjà le budget en juillet, ce que nous remarquons malheureusement, c'est que les fiches d'autorisation de dépenses des ministères arrivent dans les ministères qu'en février. Donc déjà, le temps dont dispose... Il y a déjà un retard constaté. Donc ce qui fait que les ministères qui consomment vraiment le budget, tels que le ministère des Travaux publics, la santé, l'éducation, n'ont pas le temps nécessaire pour pouvoir... Si vous avez 10 marchés dans l'année et que vous avez seulement votre fiche d'autorisation de dépenses en février, donc vous disposez de moins de temps pour pouvoir exécuter les marchés. Alors, le deuxième niveau aussi de faiblesse, c'est aussi les réformes entreprises. On vient d'en parler. Oh oui, les directives imposées par l'UMOA. L'UMOA, voilà, pour assainir la transparence. Voilà, pour assainir le marché public. Donc, c'est vraiment des dispositifs et sur lesquels nous devons aller. Nous sommes obligés d'aller là-bas, mais il faut maintenant trouver l'adéquation entre le terrain et les réformes. Donc, c'est ce qui n'est pas encore bien huilé, ce qui fait que nous avons des retards constatés, ce que vous venez de dire, les 2,86% qui sont vraiment dérisoires. Alors, donc ça veut dire que l'AMP qui joue un rôle fondamental dans l'exercice ou bien dans l'attribution des marchés publics, il faut par exemple avoir un plan de passation de marché validé avant de pouvoir exécuter
un quelconque marché. Donc, ce qui veut dire que c'est vrai, aujourd'hui, on ne peut pas avoir des routes goudronnées sur papier alors que sur le terrain, c'est pas fait. C'est pas fait. Mais en même temps, il faut trouver aussi la bonne cadence pour que, en même temps qu'on met en place les réformes, que ces routes aussi se voient le jour. Et effectivement, parce que ce n'est pas du tout intéressant. Est-ce que vous voulez dire, moi d'ailleurs, que les fonds affectés servent effectivement aux bénéficiaires? Oui, c'est pourquoi ils exigent cette transparence. Voilà, donc on va plutôt à des indicateurs stratégiques de performance que de résultats de performance que seulement un taux de consommation. C'est-à-dire, s'ils vont dire que le taux de consommation est de 90% du budget et que sur le terrain, rien n'est fait, donc ça n'a pas de sens concrètement. Donc voilà, et ça c'est aussi un autre problème sur lequel il faut vraiment s'appesantir pour trouver la bonne adéquation entre les réformes, la mise en œuvre des réformes et maintenant sur le terrain, comment ça peut se mettre en place pour qu'on puisse effectivement consommer ce budget-là. Merci pour toutes ces informations. On va y revenir pour d'autres aspects de notre préoccupation. En attendant, nous continuons ce journal avec la mercuriale retirée auprès de l'ANSAT, Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, pour la période du 8 au 16 juin 2013. Retenez ce qui suit. Dans la région des savanes, le prix du maïs est resté stable sur l'ensemble du territoire des marchés. 400 francs à Dapao et à Mango et à Saint-Cassé, 375 francs à Tandouar, Barkwasi et Nanon, 350 francs à Gando, Bandouri et Borgou. Dans la région de la Kara, 450 francs le bord sur le marché de Kara et Ketao, 400 francs sur le marché de Bassa, Kabo et Banzeli. Dans la région centrale, aucun changement notoire. 425 francs le bol à Sokoré et à Sotoubois, 400 francs à Chamba. Dans la région des plateaux, même constat de stabilité, 450 francs le bol à Akbeseme, 425 à Agbonou, à Mlamé, 400 francs à Agné. Dans la région maritime, 500 francs le bol à Akoresewa, à Didegome et à Agwe Asieye. Le prix moyen du sac de 100 kg est d'environ 20 000 francs CFA. Le prix moyen du sac de 100 kg de maïs sur le plan national est d'environ 17 200 francs. Quant au prix des autres produits, il s'articule comme suit. Le prix du bol de sorgho varie entre 550 et 750 francs. Celui de haricot varie entre 1000 et 1500. Quant au mil, c'est entre 550 et 900. Le gari, entre 450 et 850. Le prix de vente des céréales à l'ANSAT, ils sont fixés comme suit. Le sac de 50 kg de maïs se vend à 9 000 francs CFA. Le riz local parfumé long grain, 25 kg à 13 000 francs CFA. Le riz local parfumé brisure, 25 kg à 10 000 francs CFA. Et le riz local parfumé couscous, 25 kg à 7 500 francs CFA. Nous poursuivons également avec ce communiqué de la BCEAO relatif à l'adjudication hebdomadaire d'injection de liquidités. Ainsi donc, dans le cadre de ces adjudications hebdomadaires, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a procédé valeur 11 juin 2013 à une injection de liquidités d'un montant de 612 976 millions de francs CFA. Cette opération est arrivée à échéance le 17 juin 2013, c'est-à-dire lundi dernier. L'opération a enregistré la participation de 40 établissements de crédit provenant des 8 places de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Le taux marginal et le taux moyen pondéré sont ressortis respectivement à 2,750% et 2,793%. Nous revenons à vous, M. Akaya, avec certaines de nos préoccupations. Voilà. Bon, on vient de parler tout à l'heure de la faiblesse du taux de consommation du budget d'exécution. Quel peut être l'impact de cette faiblesse sur la croissance? Alors, il va de soi que si vous n'investissez pas, surtout de manière stratégique, comme je l'ai dit à la première question, vous n'avez pas de croissance. Oui, et surtout, ce qui est aussi très, très, très important à relever, c'est qu'en même temps que vous amenez la capacité de production de l'État à un certain niveau et qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus à assurer, ne serait-ce que le niveau de cette production, vous regressez beaucoup plus. Donc, il faut déjà constater que si nous n'arrivons pas à trouver des solutions pour régler cette adéquation entre la mise en œuvre des réformes et ce qui se passe sur le terrain, donc concrètement, au finish, nous allons faire un travail un peu vain. Donc, il faut déjà trouver cette adéquation pour dire que la croissance peut partir à partir du moment où nous n'arrivons plus à consommer le budget d'investissement. Donc, en gros, c'est que cette croissance va commencer par vraiment... Bon, à votre qualité d'économiste, oui. Quelles sont les solutions que vous pouvez préconiser pour le Togo?
Alors, en matière de solutions, pour déjà m'annoncer sur, me prononcer, c'est vrai qu'on n'a pas tous les outils pour le faire, mais déjà, ce qu'on peut faire à un niveau donné, c'est la question de délai, d'attribution des fiches d'autorisation de dépenses. Je pense que si déjà le budget est validé en juillet, il faut déjà l'attribuer en novembre au niveau des ministères qui préparent leur budget d'autorisation de décaissement ou bien de mise en œuvre des marchés. Et comme ça fait qu'à un moment donné, on peut accélérer les choses. Ça, c'est le premier niveau. Alors, le deuxième niveau, c'est déjà d'harmoniser les documents des dossiers d'appel d'offres. Parce qu'on a constaté par le passé, ou bien même jusqu'à maintenant, ce n'est pas tout à fait harmonisé. Mais il faut avoir des documents standards de passation de marché. Donc, ce qui facilite un peu l'activité ou bien l'exercice de composition des dossiers d'appel d'offres par les ministères. Donc, quand il y a des dossiers standards qui sont affectés à des intervalles bien précis, compte tenu du montant du marché public, donc on peut maintenant essayer d'accélérer les choses à partir du moment où nous avons déjà les plans de passation de marché qui sont validés. Bon, si je comprends bien, ces dossiers standards, est-ce que c'est la Direction nationale du contrôle des marchés publics qui doit les émettre ou bien c'est l'État? Non, c'est la Direction nationale, puisque c'est elle qui est maintenant la machine ouvrière des marchés publics. Oui. Donc c'est elle qui design, comme on l'a dit, sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, sur le plan des litiges. Tout ça, c'est la Direction nationale du contrôle des marchés publics qui s'en occupe. Donc, puisque même si vous faites un dossier d'appel d'offres aujourd'hui, il faut que la Direction nationale valide ce dossier d'appel d'offres avant que vous ne puissiez le publier. Et même, même pour élaborer les bons de commande. Il faut que la Direction nationale valide aussi ces bons de commande avant que vous ne puissiez les attribuer aux fournisseurs. Même après l'exécution du marché, il faut que sur tout le processus, il y a la Direction nationale de contrôle du marché public. C'est d'harmoniser un peu ce qui se fait afin qu'il n'y ait pas forcément un cas typique pour chaque marché. Si nous suivons un peu depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, on a constaté que et l'ARMP et la Direction nationale du contrôle des marchés publics, ils organisent des formations à l'intention des personnes contractantes. Voilà. Mais jusqu'à présent, on a l'impression que la mayonnaise ne prend pas. Ne prend pas, oui. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? En fait, c'est... Parce que la direction dit que, bon, souvent, les autorités contractantes le font sciemment. Voilà. Parce qu'il y a certains, on lance un appel d'offres, ils disposent des dossiers, sachant pertinemment que, bon, ce n'est pas conforme, mais ils le font quand même. Oui. Comment est-ce qu'on peut gérer cette situation? En fait, c'est des goulots d'étranglement qui existent toujours dans les réformes. Ça existe toujours dans les réformes et c'est au fur et à mesure que cette sensibilisation est poussée et c'est ça qui amène les gens à changer en fait de comportement. Donc en ce moment, moi je dis tout simplement que les formations qui sont organisées sont très importantes, mais en même temps pour régler cette question de déficit de manière plus concrète sur le terrain au niveau des ministères, c'est d'associer par exemple le privé à la mise en œuvre des marchés. C'est-à-dire que nous n'avons pas, la plupart du temps, le personnel technique adéquat dans les ministères pour pouvoir lancer les marchés. Adéquat, ce n'est pas en termes de capacité, mais peut-être en termes de nombre. Parce que l'emploi public coûte plus cher que l'emploi privé. Donc, l'État, avant de recruter, par exemple, les personnes dans le public pour exercer ce genre d'activité, ça lui coûte vraiment cher. Donc, c'est d'associer peut-être les cabinets qui sont là pour accélérer vraiment les choses, pour leur permettre de vraiment consommer ce budget. Bon, ma toute dernière question serait de savoir, maintenant, face à cette faible consommation de ces budgets, est-ce que ça ne peut pas avoir des répercussions au niveau des bailleurs de fonds? Oui. Ça c'est vraiment une autre question qui est aussi très importante. Le budget est vraiment l'outil de travail des ministères. Oui. Est vraiment l'outil de travail des ministères. Mais les bailleurs aussi ont notre moyen de financer les activités sur le terrain à travers les projets. Tout le système des Nations Unies, nous savons comment ça se passe. Mais seulement, tout simplement, il faut remarquer que c'est un paradigme. C'est un paradigme parce qu'on ne peut pas dire que les ministères sont là pour assurer la pérennité de l'État, pour assurer vraiment la croissance de l'État et qu'en même temps, il y a un autre bailleur qui est là, qui injecte de l'argent dans les projets. Donc, il faut ramener tout ce processus de financement à travers l'État et trouver vraiment cette mayonnaise dont vous parlez au niveau de ces institutions-là et qui nous permettent d'avoir des réformes vraiment structurelles. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certaines réformes structurelles au niveau décisionnaire, mais en même temps, au niveau de la base, il faut de ce genre de réformes qui permettent de pérenniser l'action de l'État. Il faut que tous les bailleurs maintenant puissent s'aligner au niveau des budgets des États et financent aussi l'activité qui se fait sur le terrain afin de permettre vraiment une consommation très forte de ce budget d'investissement. Merci M. Aka pour toutes ces informations. Nous poursuivons ce journal avec d'autres sujets.
L'un des facteurs déterminants de la croissance africaine ces dernières années est sans nul doute le sous-sol. Le sous-sol de l'Afrique de l'Ouest, comme on peut le constater, regorge d'importants gisements. Pour faciliter les investissements dans ce secteur, la Commission de l'UEMOA a engagé des réformes pour harmoniser la réglementation dans les 8 pays membres. Aujourd'hui, plus de 40% des exportations de l'Union émanent de ce secteur. Raison pour laquelle la Commission veut réglementer le dit secteur à travers de nouvelles réformes afin que la croissance de 2013 soit plus soutenue au profit des populations comme en 2012. Voici les précisions dans le dossier qui suit. La monétaire ouest-africaine a engagé des réformes pour réglementer le secteur minier dans les 8 États membres. Ce qui s'est traduit par l'adoption de la politique minière commune adoptée en l'an 2000, destinée à renforcer la compétitivité économique et financière dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel. En effet, les exportations minières représentent plus de 40% des exportations des pays de l'Union. La Banque mondiale révèle qu'au cours des 15 dernières années, 15 milliards de dollars ont été investis en Afrique contre 435 millions en Amérique latine et 93 millions en Asie du Sud. Au regard de toutes les potentialités minières de l'Afrique de l'Ouest, il est devenu indispensable d'harmoniser les législations.